Dans cet exercice, on étudie une propriété absolument merveilleuse des polynômes orthogonaux. On va se donner une application phi définie sur le segment AB à valeur dans R plus étoile. Je vais simplement indiquer ici que A est strictement plus petit que B dans l'énoncé, ce qui est clairement indiqué par l'écriture de ce segment. On se donne ensuite n un entier naturel non nul, et on travaille avec l'espace des polynômes à coefficient réel de degré inférieur ou égaux à n. On va déjà démontrer que l'on définit un produit scalaire sur Rn de x en posant l'application crochet, comme crochet de PQ est égal à l'intégrale entre A et B de P de T, Q de T, phi de T dt. Ensuite, on vous demande de démontrer qu'il existe une base orthonormée de E, qu'on notera de cette manière-là, qui est échelonnée en degrés, puis enfin, que pour n'importe quelle base orthonormée associée à ce produit scalaire, si elle est échelonnée en degrés, les polynômes pk sont simplement scindés avec les racines qui sont totalement contenues dans l'intervalle ouvert formé par l'intervalle d'intégration. Donc vraiment un résultat merveilleux. Les familles orthogonales à degrés échelonnés vis-à-vis de ce produit scalaire sont forcément des polynômes qui sont simplement scindés dans l'intervalle d'intégration. On verra que parmi ces polynômes, on y trouvera les polynômes de Legendre, les polynômes de Tchebychev et bien d'autres. Pour la première question, il s'agit de démontrer que cette application a un produit scalaire. L'objectif est d'être clair, concis, efficace, tout en restant rigoureux. Observons déjà que crochet est symétrique. Pour démontrer que crochet est symétrique, je vais me donner deux polynômes P et Q appartenant à E, donc des polynômes à coefficient réel de degré inférieur ou égal à n. On va calculer le crochet de P et de Q, et on va regarder si ces deux polynômes sont permutables. Quand on écrit la définition du produit scalaire, on voit que les termes qui apparaissent dans cette intégrale sont évidemment des nombres réels. Ces nombres réels sont évidemment totalement permutables par commutativité du produit des réels. Donc on obtient sans peine que le crochet de P et de Q, c'est le crochet de Q et de P. Nous allons maintenant montrer que crochet est linéaire par rapport à sa première place. Pour ça, nous avons besoin de trois polynômes, deux polynômes pour former une combinaison linéaire à la première place, et un polynôme pour la seconde place. On a aussi besoin de deux scalaires alpha et bêta, des nombres réels, pour créer cette combinaison linéaire. On peut former le crochet de alpha p plus bêta q avec R. On commence par écrire la définition de crochet. La démonstration se fait juste en deux étapes. La première étape étant la distributivité du produit par rapport à la somme. La deuxième étant la linéarité de l'intégrale. On obtient grâce à ces deux arguments élémentaires, alpha crochet de P et de R, plus bêta crochet de Q et de R, ce qui vient valider la linéarité par rapport à la première place. Ce qui vient donc valider la bilinéarité de crochet. Il ne nous reste donc plus qu'à démontrer que crochet est définie et positive. Pour justifier que l'application crochet est positive, on se donne un polynôme P de E, et on calcule le crochet du polynôme P avec le polynôme P. On obtient l'intégrale entre A et B de P de T au carré fois phi de T dt, qui est bien un nombre positif ou nul, puisque l'intégrande est ici positive uniformément sur l'intervalle AB. Et l'intégrale d'une fonction positive avec des bornes croissantes est positive. L'application crochet est donc bien une application positive. L'application crochet est bien définie également, puisque sous les mêmes hypothèses, si on suppose que le crochet de PP est égal à 0, cela donne que l'intégrale entre A et B de P de T au carré fois phi de T dt est égal à 0. Mais comme par ailleurs, la fonction qui est sous l'intégrale est d'une part continue et d'autre part positive, grâce à un théorème fondamental de l'intégration, on récupère donc que quel que soit t appartenant à l'intervalle AB, P de T au carré fois phi de T est égal à 0. Et donc, comme la fonction phi est à valeur strictement positive, on récupère que quel que soit t appartenant à AB, P de T est égal à 0. Alors attention, c'est là qu'on vous attend. Là, on a démontré que la fonction polynomiale associée au polynôme P s'annule uniformément sur l'intervalle AB. Mais nous, ce qu'on doit démontrer, c'est que P est le polynôme nul comme objet polynomial, l'objet polynôme, puisque les éléments de E ne sont pas des fonctions polynomiales, ce sont des polynômes. Or, il ne faut pas rater la conclusion. La conclusion ici, c'est que P a une infinité de racines, donc que le polynôme P est le polynôme nul. L'application crochet est donc bien définie. Faisons un bilan.
L'application crochet est définie sur E croix E à valeur dans R, puisque l'intégrale est un nombre réel. Ça, c'est déjà la première propriété qui est vérifiée. L'intégrale étant bien définie, puisque les fonctions polynomiales sont évidemment des fonctions continues. L'application crochet est symétrique, linéaire par rapport à sa première place, positive et définie. L'application crochet définit donc bien un produit scalaire sur l'espace E. Pour construire la fameuse base orthonormée échelonnée en degrés, on va évidemment s'intéresser au théorème de Gram-Schmidt, qui est parfaitement calé pour construire ce genre de base. On a vu en effet que le théorème d'orthonormalisation de Gram-Schmidt, compte tenu de la donnée d'une base de l'espace vectoriel E, nous permet à partir de cette base de construire une base orthonormée. Alors évidemment, la base de départ, on ne va pas la choisir n'importe comment. Étant donné que l'on cherche une base qui est échelonnée en degrés, on va évidemment partir d'une base qui est échelonnée en degrés. On n'a pour cela pas de meilleure base que la base canonique de Rn de x. Donc notre base de départ, ça va être la base 1, x, etc. jusqu'à x à la puissance n. Le théorème de Gram-Schmidt assure qu'il existe une base orthonormée de E, notée P0, P1, etc., Pn, vérifiant les deux points suivants. Si on prend n'importe quel entier naturel k entre 1 et n, l'espace vectoriel engendré par les premiers polynômes de la base de Schmidt correspond à l'espace vectoriel engendré par les premiers polynômes de notre base canonique, avec la condition que le produit scalaire entre pk et xk est strictement positif pour tout entier naturel k compris entre 0 et n. Voilà la base qu'on se propose d'étudier. Et on va voir que cette base-là, elle vérifie les propriétés que l'on veut. C'est une base orthonormée, ça c'est le théorème de Gram-Schmidt qui nous le donne, mais surtout ça va être une base échelonnée en degrés, et vous allez voir bien plus encore. Pour montrer que cette famille est échelonnée en degrés, on va montrer que le degré du polynôme pk est égal à k, et pour ça, on va faire une petite récurrence finie, puisqu'elle va se faire uniquement sur une famille à n plus 1 éléments. Pour l'initialisation, on va montrer que p de 0 est vrai. Pour cela, on va regarder ce que donne cette propriété lorsque k est égal à 0. On sait que l'espace vectoriel engendré par le polynôme P0 est égal à l'espace vectoriel engendré par le polynôme constant égal à 1, ce qui assure déjà que P0 n'est pas le polynôme nul, sinon il engendrerait que le vecteur nul, et dans ce cas-là, on n'aurait pas égalité entre ces espaces vectoriels. Et cela assure directement que le degré du polynôme P0 est égal à 0, puisque P0 est proportionnel au polynôme constant égal à 1, c'est donc lui-même un polynôme constant, donc un polynôme de degré 0. On va maintenant se fixer un entier k quelconque entre 0 et n-1. On va supposer que la propriété pk est vraie, et on montre la propriété au rang pk plus 1. Donc on va déjà dire ce qu'on connaît de par cette relation-là sur le polynôme pk plus 1. On peut déjà dire que l'espace vectoriel engendré par le polynôme pk plus 1, pk, etc. jusqu'à p0, c'est exactement l'espace vectoriel engendré par x, k plus 1, etc. x jusqu'à 1. Ça assure déjà que le polynôme pk plus 1 appartient à cet espace vectoriel-là, et cet espace vectoriel-là, c'est exactement rk plus 1 de x. Donc on peut déjà dire, grâce à cette relation-là, que le degré de pk plus 1 est inférieur ou égal à k plus 1. De plus, comme la base est orthonormée, on peut dire que le polynôme pk, il est orthogonal au polynôme p0, il est orthogonal au polynôme p1, etc. Il est orthogonal au polynôme pk, puisque la base, elle est supposée orthonormée. Donc le polynôme pk plus 1, il est orthogonal à l'espace vectoriel engendré par tous les polynômes de p0 jusqu'à pk. Or, cet espace vectoriel, c'est exactement, grâce à la construction du procédé de Gram-Schmidt, l'espace rk de x. Ce qui veut donc dire que, a priori, pk plus 1 est orthogonal à tout polynôme de degré strictement plus petit que lui. Donc plus exactement, pk plus 1 est orthogonal à tout polynôme de degré inférieur ou égaux à k. De plus, pour assurer la condition sur les degrés, si on suppose que le degré de pk plus 1 est inférieur ou égal à k, avec ce qu'on vient de raconter ici, il devrait être orthogonal à lui-même, donc il serait nul, puisque comme pk est orthogonal à tout polynôme de degré strictement plus petit que lui, eh bien le produit scalaire avec n'importe quel polynôme de degré plus petit que k est nul, ce qui impliquerait que le polynôme pk plus 1 est le polynôme nul. Ce qui est absurde évidemment, puisque le polynôme pk plus 1 fait partie d'une base, donc il ne peut pas être égal au polynôme nul. On en déduit donc qu'il n'est pas possible que pk plus 1 appartienne à rk de x, cette relation est absurde. Conclusion, comme cette propriété est manifestement fausse, le degré de pk plus 1 est donc
bel et bien supérieur ou égal à k plus 1. Donc, il est inférieur ou égal à k plus 1, il est supérieur ou égal à k plus 1. On en déduit donc que le degré de pk plus 1 est égal à k plus 1, ce qui assure donc que la propriété pk plus 1 est vraie, et ce qui assure le résultat par récurrence. On en déduit donc que le polynôme pk de cette famille est bien de degré k, la famille orthonormée, la base orthonormée de E que l'on a construite par le procédé de Gram-Schmidt est donc bien une base orthonormée à degré échelonné, et même plus précisément pk est de degré k. On dispose de plus de cette propriété très importante. Les polynômes que l'on a construits dans la base de Schmidt sont orthogonaux à tous les polynômes de degré strictement plus petit qu'eux. Ça va être une propriété très importante qui va être à la base de la résolution de la question suivante. Alors pour cette troisième question, on va se donner un entier k compris entre 1 et n, et on va définir notre objectif. L'objectif est de démontrer que le polynôme pk possède k racines simples dans l'intervalle ouvert AB, c'est-à-dire qu'il sera simplement scindé sur R, que toutes ces racines sont simples donc, mais aussi que toutes ces racines vont être contenues dans l'intervalle AB. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà étudier d'un petit peu plus près ce qui se passe quand un polynôme pk possède une racine dans l'intervalle AB. Alors il y a en effet deux situations possibles, soit notre polynôme possède une racine et donc s'annule mais ne change pas de signe, donc ça il peut le faire par valeur positive ou par valeur négative, soit qu'il s'annule en changeant de signe, donc soit on est dans la configuration où il avait des valeurs positives et il prendrait ensuite des valeurs négatives, ou la configuration opposée. Donc soit il y a annulation en changeant de signe, soit il y a annulation sans changer de signe. Ce que j'aimerais bien qu'on regarde déjà, c'est est-ce qu'on peut être un petit peu plus clair sur cette situation. Par exemple, quel est l'ordre de multiplicité de la racine quand on est dans la première situation ou quand on est dans la deuxième situation. Donc pour éclaircir ce point, je vais supposer que le nombre R appartenant à l'intervalle AB est une racine, par exemple, du polynôme P, d'ordre de multiplicité M. Donc ça, on sait que la caractérisation de l'ordre de multiplicité des racines indique que le polynôme s'annule en R et va annuler toutes les dérivées successives jusqu'à la dérivée m-1e, et que la dérivée m du polynôme P en R, elle, est différente de 0. C'est très facile à retenir, on a m conditions pour avoir un ordre de multiplicité m. Ces conditions, c'est que la dérivée d'ordre 0 jusqu'à la dérivée d'ordre m-1 soit nulle, et après on désire que ça s'arrête. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de déterminer le signe local de mon polynôme au voisinage du point R, donc que j'ai dessiné à divers endroits selon la situation. Pour ça, pour avoir une propriété locale, on n'a rien inventé de mieux qu'un développement limité. Si je calcule P de T au voisinage de R en utilisant la formule de Taylor-Young, puisqu'il s'agit d'une question locale, donc le bon outil c'est Taylor-Young, ou les développements limités si vous préférez, on récupère grâce à ce développement limité que P de T est égal à P de R plus P' de R multiplié par T moins R, plus etc. Bien, je vais aller jusqu'à l'ordre M. La dérivée m de polynôme P en R sur factoriel m, multiplié par t moins r à la puissance m, plus un terme négligeable au voisinage de R devant t moins r à la puissance m. Voilà ce qu'on récupère d'après la formule de Taylor-Young. Ici, aucun problème à l'appliquer, puisqu'un polynôme, c'est de classe C infini. Si maintenant j'utilise la caractérisation de l'ordre de multiplicité de cette racine, je vais donc récupérer que tous les termes sont nuls, sauf le terme qui est ici, ainsi que le terme d'erreur. Donc je récupère la dérivée m du polynôme P en R divisé par factoriel m t moins r à la puissance m, plus un terme négligeable au voisinage de R devant t moins r à la puissance m. Comme ici, la dérivée m de P en R est différente de 0, on peut produire un équivalent, au voisinage de R bien sûr, et cet équivalent, c'est la dérivée m de P en R sur factoriel m, multiplié par t moins r à la puissance m. Alors comme on sait que l'équivalent conserve le signe local, cette fonction-là au voisinage de R est du même signe que de cette fonction-là. Or, ce terme-là, il est différent de 0 par hypothèse, puisque c'est la caractérisation de l'ordre de multiplicité. Il est donc strictement positif ou strictement négatif, étant constant, il ne change pas de signe quand t varie autour de R. Par contre, lui, ça va dépendre de m. On peut déjà noter que si m est pair, eh bien, ce terme, lui, va rester positif au voisinage de R.
Le signe va donc être contrôlé par le terme qui est ici, mais le signe sera constant. On sera donc soit dans cette situation, soit dans cette situation. Par contre, si m est impair, alors le signe de ce terme-là va changer au voisinage de r. Et moralité, le signe sera donc soit positif, soit négatif, soit positif, selon le signe de ce terme-là. On sera donc dans cette situation-là. Moralité, pour que le polynôme change de signe, il faut que la racine soit à un ordre de multiplicité impair. On va voir que ça va avoir une importance dans la suite de ce que je vais faire. Alors, ce rappel étant fait, ne perdons pas de vue ce qu'on veut faire. On veut démontrer que le polynôme pk possède k racines simples dans l'intervalle AB. Je vais déjà vous montrer comment on peut démontrer, par exemple, qu'il y en aura au moins une. En utilisant le point le plus important de ce qui précède, c'est que le polynôme pk est orthogonal à tout polynôme de degré strictement plus petit que lui. Ça, je vous ai dit, c'est la propriété cruciale de l'exercice. Par exemple, je vais commencer par dire que comme le polynôme pk est de degré supérieur ou égal à 1, puisque k est supérieur ou égal à 1, le produit scalaire avec le polynôme constant égal à 1 est donc nécessairement nul, puisqu'il est orthogonal à R0 de x, ça on en est sûr. Donc si j'écris maintenant ce que signifie ce produit scalaire, j'obtiens que l'intégrale entre a et b de pk de t fois 1 fois phi de t dt est égale à 0. Or, on sait que quand on a une intégrale de fonction continue qui s'annule entre a et b, on a déjà vu que la fonction sous l'intégrale va s'annuler. Donc par théorème, il existe donc un nombre c entre a et b, tel que pk de c fois phi de c est égal à 0, ce qui donne donc que pk de c est nul, puisque phi de c est une fonction à valeur strictement positive, ce qui annonce donc que le polynôme pk admet au moins une racine dans l'intervalle AB. Ça c'est sûr. Moi, ce que je veux, c'est montrer que ce polynôme possède k racines simples. Simple, ça veut dire qu'elles vont être accompagnées de changements de signe, puisqu'on a vu que quand l'ordre de multiplicité est impair, il y a changement de signe. Donc je veux montrer que le polynôme pk admet k racines simples, donc k racines avec changement de signe. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais supposer que ce n'est pas le cas, et je vais voir qu'on peut récupérer le résultat par un raisonnement par l'absurde. Donc je vais me donner soit x1, etc., xm, les racines du polynôme pk dans l'intervalle ouvert AB, avec un changement de signe, c'est-à-dire des racines qui auront nécessairement un ordre de multiplicité impair, et je vais supposer, par l'absurde, que le nombre de ces racines est strictement plus petit que k. Et j'annonce évidemment un raisonnement par l'absurde. L'objectif, vous l'avez compris, est donc obtenir une contradiction. Pour obtenir cette contradiction, je vais exploiter le fait que j'ai des racines à changement de signe, et je vais surtout exploiter le fait que pk est orthogonal à tout polynôme de degré strictement plus petit que lui. Pour ça, je vais calculer le produit scalaire de pk avec un polynôme de degré strictement plus petit que k, mais ce que je vise, c'est que je vais rétablir sous l'intégrale une fonction qui aura un signe constant. Comme je sais que la fonction pk change de signe, puisqu'elle va être équivalente à un terme de ce type-là, avec un exposant impair. Si je veux ramener un signe constant, il suffit de ramener ici une puissance paire. Pour ramener une puissance paire, il suffit que je multiplie par t moins x1. Comme ça, la puissance ici, elle va passer à une puissance paire. Donc j'aurai forcément un terme qui va être de signe constant au voisinage de x1. Et je fais ça, évidemment, pour tous les endroits où le polynôme change de signe. Comme quand un polynôme change de signe, il s'annule forcément, c'est donc une racine. Il ne peut changer de signe qu'en ces points-là. Ce qui veut donc dire qu'en multipliant pk par ces polynômes-là, j'obtiens une fonction de signe constant. Puisque pour changer de signe, un polynôme doit s'annuler. Et comme là, j'ai exactement les racines pour lesquelles il change de signe, je suis dans cette configuration-là. En multipliant par t moins xk, je monte l'ordre de multiplicité de une unité. Je suis donc sûr que la fonction qui est ici, elle est de signe constant. Multipliée par phi, elle va garder son signe constant. Donc le polynôme avec lequel je vais faire le produit scalaire, c'est le polynôme x moins x1, etc. jusqu'à x moins xm. Or, le polynôme qui est là, si vous regardez son degré, le polynôme qui est ici, c'est un produit de polynômes de degré 1 qui sont en nombre m. Donc ce polynôme-là, il est de degré m, exactement. Or, on a supposé que m, il est strictement plus petit que k. Par conséquent, le produit scalaire qui est ici, il est donc nécessairement nul en utilisant la propriété soulignée en vert ci-dessus, puisque pk est orthogonal à tout polynôme de degré strictement plus petit que lui. Donc, moralité, on récupère que ce produit scalaire est nul, donc que l'intégrale de pk de t facteur de t moins x1
etc. jusqu'à t moins xm fois phi de t dt est égal à 0. Alors on sait que quand une intégrale est nulle, il se passe toujours quelque chose. On a vu ce qui se passait quand on ne contrôlait pas le signe, on sait qu'elle s'annulera forcément. Mais ici, on a nettement mieux que dans la situation qui est là. Puisque non seulement je sais que l'intégrale est nulle, mais je me suis justement arrangé pour que la fonction soit sous l'intégrale soit de signe constant. Puisqu'à chaque fois qu'on avait un changement de signe, on a multiplié par le terme qui permettait de récupérer un signe constant. De plus, la fonction sous l'intégrale, l'intégrande, est clairement une fonction continue, puisque c'est le produit de la fonction phi, qui est une fonction continue sur AB, et d'une fonction polynomiale. Or, on a un théorème, c'est le même théorème que celui qui est ici, sauf que là, j'en ai utilisé un corollaire. On a un théorème qui nous dit que si une intégrale est nulle, que l'intégrande est de signe constant et continue, alors par théorème, eh bien l'intégrande est identiquement nulle. On récupère donc que quel que soit t appartenant à l'intervalle AB, pk de t est facteur de t moins x1, etc. jusqu'à t moins xm, est égal à 0. Alors je dis, j'ai éliminé évidemment la fonction phi du jeu, puisque je vous rappelle que la fonction phi ne prend que des valeurs strictement positives. Donc quand je dis que l'intégrande est nulle, je peux tout de suite diviser par phi de t, en récupérant une égalité nulle, puisqu'a priori phi ne s'annule jamais. Or ça nous prouve que quel que soit t appartenant à l'intervalle AB, sauf aux valeurs qui annulent ce terme-là, qui sont de toute façon en nombre fini égal à m, eh bien on obtient que pk de t est égal à 0. Ça nous assure que le polynôme pk, il a une infinité de racines. Tous les nombres qui sont compris entre a et b, qui sont différents de ces nombres-là, qui sont bien en nombre infini. Moralité, le polynôme pk est donc assurément le polynôme nul, puisque c'est le seul polynôme qui possède une infinité de racines. Et là, évidemment, on arrive à l'absurdité tant attendue, puisque je viens de démontrer que le polynôme pk est le polynôme nul. C'est bien absurde, puisque je vous rappelle que le polynôme pk, c'est un polynôme de degré k, où k est un entier naturel supérieur ou égal à 1. C'est pas le polynôme nul. Moralité, la supposition qu'on a faite est fausse. On avait supposé que le polynôme pk s'annulait en changeant de signe m fois, où m est strictement plus petit que k. Eh bien, on vient de démontrer que le polynôme pk, il s'annule au moins k fois. Mais comme il est de degré k, il ne peut pas s'annuler plus de k fois. Donc il s'annule exactement k fois. Ça veut dire qu'il a k racines 2 à 2 distinctes. Il est donc simplement scindé, et toutes ces racines, elles sont donc dans l'intervalle AB. On peut donc conclure que le polynôme pk, il est simplement scindé sur l'intervalle AB. Propriété donc très générale, puisqu'on l'a démontré, quelle que soit la fonction phi, on a donc tout un tas de familles de polynômes orthogonaux en faisant varier phi, qui vont donc être simplement scindés dans l'intervalle d'intégration. On verra le cas des polynômes de Tchebychev, Legendre, Hermite, et bien d'autres. Très bel exercice.